Paris-Marrakech au Maroc, 3 heures de vol, avec escale à Marseille, plus 2 heures de décalage horaire. Situé à l'extrémité nord-ouest de l'Afrique, le royaume du Maroc est bordé à la fois par la Méditerranée et l'océan Atlantique, et se trouve très voisin de l'Europe, dont il est séparé par le détroit de Gibraltar, 14 km. Sa superficie est de 450 000 km² et de près de 700 000 km² selon les autorités si l'on inclut le Sahara occidental, ancienne colonie espagnole jusqu'en 1975. Ce Sahara occidental est peuplé de quelques tribus nomades, avec une frontière commune, la Mauritanie. La frontière avec l'Algérie est estimée de 1778 km à 1561 km. La religion est l'islam. Le Maroc est une monarchie constitutionnelle. La langue officielle est l'arabe classique et le berbère, mais l'héritage du passé fait que le français est une langue largement parlée. La devise est le dirham. C'est dans la chaîne du Haut-Atlas que culmine le mont Toubkal, 4167 mètres, autour de nombreux autres sommets de plus de 4000 mètres d'altitude. Cet itinéraire emprunte les vallées, mais aussi des cols entre 3000 et 3500 mètres, pour atteindre le plus haut sommet d'Afrique du Nord, le Toubkal, d'accès facile. À 70 km au sud de Marrakech, Imlil, 1770 mètres d'altitude, est le dernier village berbère accessible par la route et la piste avant l'ascension du fameux mont Toubkal. Au fond, la montagne du Haut-Atlas avec ses sommets à plus de 4000 mètres d'altitude. Nous ferons cette randonnée à la fin du printemps. Le climat y est agréable et les conditions de marche plus douces. Pour Thierry, votre serviteur, ce sera une balade sur une mule, pour le plus grand plaisir de ce berbère. Aux portes d'Imlil, la vallée d'Azad. Notre groupe, 12 randonneurs, un guide marocain et un accompagnateur. 3 muletiers nous accompagnent tout au long de notre périple. Les mules transportent ravitaillement et bivouac. La piste débouche sur le premier village berbère, Haround. Dans ce village, pas de commerçants ni de médecins. Les gens vivent repliés sur eux-mêmes. Au fond de la vallée, le village d'Imlil, d'où l'on vient. Nos muletiers, avec en fond le Toubkal. La vallée du Haut-Atlas. Une petite pause pour notre groupe, avec en fond des cultures en terrasse. Au-dessus des cultures en terrasse, pour les pommes de terre, oignons, orge, le village de Tajdit, à 2291 mètres d'altitude. Dans la montée, campement à 2500 mètres d'altitude. Les muletiers ont monté leur tente berbère, où nous prendrons chaque jour le thé à la menthe, préparé par leurs soins, un rituel de l'expédition, et le repas du soir. Le lendemain, départ pour le Tis Tachardint, 3230 mètres d'altitude. On croise de jeunes berbères montés chercher de l'herbe et du bois. Antoine veut les prendre en photo. Il sera bon pour quelques dirhams. Le village d'Ibasser se confond avec la montagne. Dans le village, Thierry veut imiter une Marocaine à filer de la laine avec une quenouille. Descendre dans la vallée sous un soleil ardent. Sur les contreforts de la montagne, village et culture en terrasse. Le village Timichi, où des draps sèchent au sol. La vallée de l'Ourika est restée bien préservée et a su rester authentique. Cette vallée permet de découvrir un mode de vie marocain montagnard qu'on a du mal à trouver ailleurs. La vallée de l'Ourika comprend de nombreux villages traditionnels berbères.
Un pont berbère construit sur le torrent de l'Orica. Jeune berbère posant pour la photo. Au flanc de la montagne, le village Itifalia, d'où vient cette jeune berbère. La vallée Noufra, où ce décor grandiose s'offre à nous. Nous suivons ces jeunes filles berbères conduisant leurs troupeaux de vaches en quête de pâturage. Enfin, de la verdure, de l'herbe. Ces jeunes berbères avec une serpette au cou posent pour la photo. Passage d'un pont berbère. En face de nous, le col à 2988 mètres que l'on passera dans ce paysage hostile. Du col, vue sur le Toubkal. Campement à Amanzal, toujours près d'un point d'eau. Ici le torrent qui nous poursuit toute la nuit. Les muletiers sont déjà arrivés. Ils ont pris un chemin plus court que le nôtre. Et ainsi la tente berbère est montée. Nous partons pour le lac de Tifni. Le village d'Assitinsar, où vivent des femmes et des enfants pour la période d'été, afin de garder leurs troupeaux de vaches en altitude. Les hommes sont en bas sur leurs bourriques, au travail des champs, et ils ravitaillent leurs femmes en nourriture tous les mois. Le fond de la vallée est verdoyant et fait le bonheur de ces vaches. Montée aux gorges d'Assitifni. Le repas se fait toujours au soleil, mais où trouver de l'ombre? Notre premier névé. Les gorges d'Assitifni. Du col d'Assitifni, vue sur le massif du Toubkal. Mais avant d'atteindre le Toubkal, descendre dans cette vallée. Dans la descente, au fond, le village d'Amsurzat, où nous passerons la nuit chez l'habitant. Thierry sur la toiture terrasse où nous passerons la nuit. Montée au lac d'Ifni, à 2300 mètres d'altitude, où nous bivouaquerons. Au premier plan, le blé sèche avant d'être battu. Montée au col de Tizi Ouamouna, à 3600 mètres d'altitude. Nous nous approchons de plus en plus du pied du Toubkal. De la marche sur névé est de rigueur. Un petit demi-tour pour voir notre montée. Notre guide et notre accompagnateur sont partis chercher un passage. Un regard sur la descente que nous venons de prendre. Notre camp de base pour le Toubkal sera à 3200 mètres d'altitude. Ici, notre tente berbère. Journée réservée au Toubkal, 4167 mètres, le plus haut sommet de l'Afrique du Nord. L'ascension se fait sans difficulté. Arrivé au sommet, la fatigue et l'altitude se fait ressentir chez certains. Détente et collation au sommet. De retour à notre camp de base à 3200 mètres d'altitude. Le lendemain, quelquefois, l'escalade est nécessaire. Vue sur le massif du Haut-Atlas marocain. Et nous voilà partis pour une bonne descente. Nos derniers névés. Une belle cascade. Retour tranquille sur Imlil avec nos muletiers. Quelques plaisantins se sont amusés à décorer mon sac à dos.
Nous croisons nos mules. Nous nous rendons sur une île par la forêt domaniale. Au fond de la vallée, Imlil, la fin de notre trekking. Détente à notre hôtel à Imlil. Le lendemain, trajet en minibus pour Marrakech. En calèche, nous rejoignons le jardin Majorelle à Marrakech. Le minaret domine la ville. Le jardin Majorelle est un jardin botanique touristique. Le bassin central de Majorelle où s'épanouissent de nombreux nénuphars. Ce bougainvillier envahit ce palmier. Entrée des tombeaux saadiens de Marrakech. La dynastie saadienne régna sur Marrakech entre 1524 et 1659. Considérée comme la plus belle période de la ville, son âge d'or. Ces tombeaux ne furent découverts que vers 1917 et ne cessent depuis d'impressionner le visiteur par leur décoration. La salle des 12 colonnes, le lieu le plus prestigieux avec les tombes des restes des dignitaires de la dynastie saadienne. Les tombes sont en marbre de Carrare. La cour de la Médersa Ben Youssef. Médersa est le terme arabe désignant une école, ou plus spécifiquement une université théologique musulmane, et celle-ci est connue comme la plus somptueuse du Maroc. Fin de notre voyage dans le Haut Atlas. Paris-Gao, commune du Mali, avec escale à Marseille. 5h30 de vol, plus 2 heures de décalage horaire. Ancienne colonie française du Soudan français, le Mali est devenu indépendant le 22 septembre 1960, après l'éclatement de la Fédération du Mali regroupant le Sénégal et la République soudanaise. Le Mali couvre une superficie de 1 241 000 km², soit 2,2 fois la France. Le pays partage ses frontières avec 7 États: l'Algérie, le Niger, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la République de Guinée, le Sénégal et la Mauritanie. Avec 9,4 millions d'habitants en l'année 2001, se répartissant en 23 ethnies. Le français est la langue officielle, mais la population parle les langues nationales. Situé à la frontière du Sahara et du Sahel, le Mali est une véritable terre de rencontre. Rencontre du sable et de la savane, rencontre des peuples. Notre trekking, randonnée, se bornera au pays d'Ongon, que nous ferons à la saison sèche, de novembre à février. Le Niger, le plus long fleuve de l'Afrique de l'Ouest, 4200 km de longueur, dont 1700 km au Mali. Pendant 4 mois de l'année, de septembre à décembre, il inonde quelques 20 000 km² de plaine. Le riz est principalement cultivé aux abords du fleuve Niger, une récolte par an. Le fleuve Niger est au Mali ce que le Nil est à l'Égypte. Une pinasse sur le Niger. La pinasse est une pirogue d'environ 25 mètres de long et de 4 mètres de large. Elles servent à transporter les hommes et les marchandises sur le fleuve. La traversée du fleuve Niger pour notre groupe et notre bus se fera par bac. Sur la rive opposée du fleuve Niger, premier contact avec la population Bozo. Les Bozos sont une ethnie de pêcheurs. Un troupeau de zébus. Ce bœuf descend d'une espèce indienne d'auroch. Il possède une bosse graisseuse au niveau du garrot. Il est utilisé comme animal de trait. On l'élève pour son lait et sa viande qui est délicieuse. À droite,
des briques de boue que l'on appelle sol, empilées verticalement sèches au soleil. La confection de sol est un mélange de terre, de son, d'huile et de l'eau. On les laisse sécher sur place environ 2 jours. Dernier regard au troupeau de zébus et leur berger Peul. Les Peuls constituent la seconde ethnie du Mali. Nous croisons des Touaregs et leurs dromadaires. Autrefois guerriers, les Touaregs se consacrent aujourd'hui à l'élevage. Ils sont nomades. Ils vivent sous tente au milieu du désert avec leurs troupeaux de dromadaires et de chèvres. Chic, une station essence. Pensons à faire le plein de carburant pour notre minibus. La route sera longue. Au fond, le mont Obori, masse de grès dont les parois verticales sont hautes de 900 mètres. Le village de l'ethnie Obori s'étire le long de la falaise. Campement aux portes du pays d'Ogon. Ne pouvant plus avoir notre minibus pour notre matériel, celui-ci est maintenant transporté par des charrettes tirées par des ânes. Nous croisons une caravane d'ânes transportant le sel gemme de même nature que le sel marin, mais qui se trouve dans le sein de la terre, extrait des salines de Taoudéni, situé à 15 jours de chameau de Tombouctou, où plus de 600 pauvres êtres, hommes et enfants, se ruinent la santé pour extraire ce sel. Les âniers troquent les barres de sel contre du mil dans le pays d'Ogon. Jeune femme se rendant au marché, elle pose pour la photo. Des chèvres se nourrissant d'épineux. Un petit lac où fleurissent des nénuphars. Ici, le mil a été récolté. À côté des arbres, une case de l'ethnie Peul. Nous nous approchons de cette case. Elle est habitée. Les enfants ont terminé de piler le mil. À droite, de l'eau chauffe dans un chaudron. Le feu est alimenté non par du bois, mais par de la bouse de zébus séchés. Chez ces ethnies, les filles se marient vers 11 ans et les garçons vers 15 ans. À droite, une meule de mil. 2% des terres sont cultivées, le désert recouvrant 60% du territoire national. La zone désertique occupe 27% du pays. Un puits. Sécheresse, misère, famine, tels sont les clichés dans lesquels les pays africains sont régulièrement figés et auxquels le Mali n'a pas échappé. Telle la famine des années 1970-1980. Une grande activité règne autour du puits. De jeunes dogons puisent de l'eau. Le mil est ici coupé et mis en botte pour être transporté dans les greniers à mil. Vue sur la savane arborée d'acacias du désert. Thierry, votre humble serviteur. Notre premier village d'Ogon, Iwari, en haut d'une falaise. Visite de courtoisie au chef du village, qui nous donne la permission de prendre des photos, moyennant finance. La conversation se fait devant le Togona, maison de la parole, où les hommes se réunissent pour discuter des affaires du village. Les Dogons vivent dans un territoire rocheux le long du massif de Bandiagara. Connus pour leur refus de se convertir à l'islam, les Dogons animistes ont été contraints par leurs voisins à rechercher des positions plus défendables et éloignées à l'intérieur du Mali il y a 600 ans. On accède au toit en terrasse par une échelle taillée dans un tronc d'arbre. En Afrique en général, et au Mali en particulier, la circoncision demeure une pratique faisant partie des us et coutumes. Et cela à cause de son existence depuis des siècles. 80% des jeunes filles de 6 à 14 ans sont excisées.
Descente du village d'Ogon perché sur la falaise. Nous passons devant des greniers à mil construits à partir d'argile. Un village Peul. Leurs maisons sont rondes et dans la plupart des cas en paille tressée. Le long de la falaise, un abri pour ces enfants Peul. Traversée du village. Dans ces cases Peul, très peu de vie sur notre passage. Nous nous enfonçons dans la savane. Dans ce village d'Ogon, nous retrouvons nos bagages acheminés par 11 ânes, ne pouvant plus l'être transportés par des charrettes. Les Dogons sont une des populations les plus anciennes d'Afrique noire. La religion des Dogons se fonde avec l'animisme, actuellement l'islam et une minorité chrétienne. Une mosquée chez les Dogons. Un Peul transportant des poules à l'arrière de son vélo. Au premier plan, un baobab dans un champ de mil, dont la récolte est coupée. Les baobabs fleurissent et font des feuilles pendant la saison humide. Ce feuillage persiste tant que l'arbre stocke l'eau dans ses fibres, puis disparaissent. Les tiges de mil coupées sont stockées à hauteur afin d'être inaccessibles aux zébus, ânes et autres animaux. Arrivé dans un village d'Ogon. Portage sur la tête pour les femmes d'Ogon. Au Mali, les hommes ont le droit d'avoir plusieurs femmes, d'être polygames. Pour les femmes, vivre le statut de coépouse n'est pas facile. Vie quotidienne des femmes d'Ogon. On remarquera la base du tronc de ce baobab, lacéré sur une hauteur d'environ 1 mètre. Les villageois utilisent la fibre de l'écorce pour en faire des cordages, qui servent notamment à hisser leurs morts dans les cavités de la falaise. Pergue, village d'Ogon. Confection de cordage par cet homme. Confection de cordage. L'arbre devant nous est un nîmes, un tamarinier. La décoction de ses feuilles sert à combattre les crises de paludisme. Oh, le beau bébé! Plus loin, fabrication de fils de coton. Le coton est cultivé dans le sud du Mali. Le Mali est le deuxième producteur africain de coton derrière l'Égypte. Rue du village. À la sortie du village, un petit groupe coloré. Descente du village escortée de dizaines d'enfants. Coin toilette. Les femmes à droite, les hommes à gauche. Arrêt de notre groupe pour faire provision d'eau à un puits. On est envahi d'enfants curieux de voir un nouveau monde. Et nous continuons notre chemin. Rencontre de bergers gardant un troupeau de zébus. Les zébus. Un dromadaire. Les chameaux que l'on rencontre en Afrique sont en fait des dromadaires. Mais ici tout le monde les appelle chameaux. Le dromadaire n'a qu'une bosse et vit dans les déserts chauds. Le chameau à 2 bosses vit dans les déserts froids d'Asie. À droite, un tamarinier dont le fruit est comestible. Au premier plan, des nids de tisserins suspendus aux branches de l'arbre. Les tisserins sont des passereaux des régions chaudes. Ces sols latériques de roches rouges sont des sols maigres. Un troupeau d'ânes. Quelle effervescence autour du puits! Dès que l'on s'arrête,
Des enfants arrivent et on est leur attraction. Même ici au Mali, la vache qui rit est connue. À nouveau un puits. Devant nous, un atelier de tisserand. Le tisserand au travail. Seuls les hommes ont le droit de tisser. Les femmes se contentent de filer la fibre. Les villageois nous accompagnent jusqu'à la sortie du village. Le village se confond avec la falaise. Transport du mil. À gauche, culture d'oignons. Arrosage des oignons à l'aide d'une calebasse, fruit du calebassier non comestible. Les Dogons pratiquent de plus en plus la culture maraîchère, oignons en particulier. Coupe de bois pour ces femmes. Culture maraîchère en terrasse. En bas, nasse pour capturer des poissons dans ses eaux. Vie quotidienne pour ces femmes, transport de branchage sur la tête. Rencontre d'une jeune femme blessée au pied. Un membre de notre groupe lui pose un pansement. Le mil est coupé et ses tiges sont stockées en hauteur sur ces pierres afin que les bêtes ne puissent les atteindre. Les femmes ont en général un grand nombre d'enfants, 6, 8, 10 et parfois même plus. Les hommes sont pères de beaucoup d'enfants quand ils ont plusieurs femmes, ce qui ne leur pose aucun problème, vu que ce sont les femmes qui s'occupent des enfants. Les femmes vivent dans un cercle vicieux, constitué de pauvreté, de tradition et de non-scolarisation. Leur unique éducation est la transmission orale de mère à fille sur tout ce qu'une femme doit savoir pour bien remplir son futur rôle d'épouse. Devant nous, le désert à l'infini. À droite, un arbre portant des petits fruits non comestibles, des raisins sauvages. Une femme casse des raisins sauvages. Elle retire l'écorce qui enveloppe les graines. De sa pulpe, on y extrait un jus succulent. Les Dogons y font de la bière et de l'huile du pays. Mandi, village Dogon. À gauche, la case des femmes Dogons où elles se retirent pendant leurs règles est à l'écart du village. Alors que le mari dispose de nombreuses possibilités pour s'accoupler avec ses épouses, la femme est tenue d'être fidèle au seul mari. Démographiquement, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Départ pour des passages spectaculaires dans des gorges. Un rocher de grès en forme de champignon. Un rocher de grès en équilibre. Le vent chargé de grains de sable témoigne de l'action abrasive. Cet homme m'a proposé des bijoux en bois de Cassandre. Devant nous, un plateau écrasé par le soleil, où les traces de vie sont à peine perceptibles. En bas de la falaise, des villages Dogons. À droite, un baobab et ses fruits. Le pain de singe est le fruit du baobab. Les fruits du baobab sont recherchés pour leur vertu médicinale, utilisés contre les fièvres et la dysenterie. Ravitaillement en eau. La pompe est fermée par un cadenas. Il faut contacter le chef du village pour en obtenir la clé, selon un pourboire. Et bien sûr, notre départ se fait toujours accompagné d'une multitude d'enfants. Nous traversons un autre village accompagnés de nos enfants. Des enfants et une porte Dogon gravée du mystère des signes. Thierry, entouré de sa petite famille.
village Dogon et grenier à 1000. L'école communale, 60 enfants par classe. Le salaire de l'instituteur communal par mois est de 50 kg de mil et 50 kg de riz. L'instituteur communal est un ancien élève de l'école maternelle qui fait l'interprète en dogon aux élèves, l'enseignement se faisant en français. Le salaire de l'instituteur public est de 50 francs CFA, soit 76,22 €, avec congé payé. Culture d'oignons. Une briqueterie. Corvée d'eau pour ces femmes. L'enfant dans le dos participe aussi au travail. Les épis de mil sont bottelés et stockés sur les terrasses des maisons. Fillette Dogon coiffée de boubou. Culture intensive d'oignons. Un petit oignon à la chair blanche et au goût prononcé que l'on pourra confondre avec une échalote, c'est le trésor du pays Dogon. Dans le village, des baobabs. Les villages sont parsemés de greniers à 1000, petites cases carrées à la base et coiffées d'un chapeau de paille conique où est stocké le mil. Les plus gros greniers servent à stocker le mil. Les plus petits abritent les productions de grains et d'oignons. Grenier construit sur pilotis. Il y a toujours une partie située au milieu du grenier, destinée à recevoir les objets les plus précieux de la famille. Au centre, toilettes publiques à l'air libre. Les Télèmes, premiers habitants de la région, ont laissé de nombreuses constructions troglodytes dans la falaise. Celles-ci servent aujourd'hui de cimetière aux Dogons qui, à l'aide de cordes, hissent les corps des défunts jusqu'à leur dernière demeure entre ciel et terre. Sur le chemin du retour, la main de Fatima, ou Fatma. C'est le plus joli sommet du mont Obori, un éperon rocheux divisé en 5 doigts, dont la verticalité varie de 250 à 600 mètres. Fin de notre voyage sur les sentiers Dogon au Mali.